souhaite la bienvenue sur ce live Facebook. Le deuxième débat que nous organisons, Etopia, pour remettre en question la gestion et mettre en débat ce qui pourrait être fait de mieux dans la gestion de la crise coronavirus. Je suis Sophie Wüstefeld et je suis ravie de vous accueillir sur ce deuxième live qui porte donc sur les impacts démocratiques, sociaux et économiques de la crise Covid. Avant de vous présenter nos invités de ce soir, j'aimerais vous rappeler trois petits éléments. D'abord, que ce débat a pour vocation d'éclairer les internautes qui nous regardent et que chaque intervenante s'exprime en son nom propre. Tous nos invités sont par principe de bonne foi et ont vocation à contribuer au bien commun. Et enfin, Etopia, mon organisation, n'endosse aucun point de vue. Nous sommes juste ici pour créer une discussion. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir mes quatre invités que je remercie pour leur présence et pour leur temps, à savoir Céline Nieuwenhuis. Bonjour Céline. Vous étiez membre du GAIS qui n'existe plus et vous êtes secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Bonjour. Bonsoir. Alors, Leila Belkir, vous êtes infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et vous participez à la commission d'évaluation de la gestion de la crise. Bonjour. Bonsoir. Et Khadija Senadji, vous êtes socio-anthropologue et vous êtes militante antiraciste et décoloniale. Bonjour. Bonsoir. Et enfin, Olivier Servet, vous êtes professeur d'anthropologie et doyen de la faculté d'Espo à l'UC Louvain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour lancer le débat, je voudrais vous proposer une première petite question à tous les quatre. C'est quelle est, à votre avis, la phase dans laquelle on est, où en sommes-nous dans cette crise? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Peut-être Madame Belkir? Oui. Donc juste en deux mots, je pense qu'on est dans une phase où on mise plus sur la responsabilisation à la fois individuelle et collective, et que donc ça peut tout à fait fonctionner, mais il faut rester vigilant. Voilà, je dirais vigilance et responsabilisation. D'accord, merci. Madame Nieuwenhuis? Peut-être dire plus au niveau du ressenti par rapport aux récentes décisions et à l'orientation que tout ça prend. Nous sommes dans une vraie phase d'entre-deux. Ça veut dire qu'on quitte quelque chose, mais on ne sait pas vraiment où on va. Et donc, je trouve que les décisions qui sont prises sont un peu le reflet de ça. Ça veut dire une difficulté à prendre une orientation un peu plus franche et un peu plus courageuse dans un sens ou dans un autre. Moi, c'est en tout cas le ressenti, et je pense que les débats d'experts participent à ces décisions. Alors, peu courageuses, je pense que ça, c'est pas nouveau, mais une difficulté d'un moment donné, prendre parti pour quelque chose et choisir une vision qui conviendrait, qui semble convenir à la situation. Voilà. Sophie, je pense que ton micro est désactivé. Olivier Servet, pardon, excusez-moi, j'avais désactivé mon micro, effectivement. Oui, je pense que, comme mes deux collègues, on est au milieu du gué. Les mesures qui ont été décidées hier vont dans le bon sens. Je crois que responsabilité, faire confiance, éduquer, simplifier, c'est tout à fait capital. Je reste inquiet. Je crois que pour le monde scolaire, qui est notre avenir et auquel on impose pour moi des mesures assez rudes, et surtout où les perspectives d'évolution sont peu claires. Je suis aussi inquiet pour la culture, qui est déjà en temps normal vulnérable. Et ici, on ne sait pas trop où ça va. Et pour moi, c'est la grosse lacune. Comprendre la stratégie globale et l'esprit de celle-ci pour y adhérer. Et on a oublié en fait qu'au-delà des mesures, il fallait être pédagogue. Et il fallait cette dimension de stratégie globale. Et j'ai
pas le sentiment en fait que c'est très clair dans la tête des gens. Et je crois que c'est capital parce que les gens sont fatigués et parfois un peu perdus en fait entre tous les niveaux. On est déjà dans un état complexe. Voilà, ça c'est un peu mon ressenti ce soir. Merci. Khadija Senadji. Oui, ben, je rejoins un peu ce qui a été dit. Effectivement, un sentiment quand même de grande confusion qui persiste. On ne sait toujours pas en fait si on est dans l'après-Covid ou si on est encore dans le Covid. Et ce qui se dessine finalement pour le monde d'après, dont on a tant parlé pendant le confinement, n'est peut-être pas toujours très, très rassurant. Donc voilà. Et nous allons pouvoir parler au long de cette soirée de certains aspects qui peut-être ne nous rassurent pas toujours, et peut-être aussi d'autres aspects qui vont davantage nous enthousiasmer, enfin j'espère. Monsieur Servet, je voudrais vous donner la parole en premier. Vous avez, je crois, des questions importantes à poser à Leila Belkir et à Céline Nieuwenhuis. J'espère qu'on a tous des questions importantes à se poser. Oui, je vais commencer par le fait que mi-août, avec mon collègue François Gemène de l'Université de Liège, on a co-rédigé une carte blanche intitulée « La tyrannie du risque zéro ». Et dans ce texte un peu incisif, on dénonçait en substance l'incapacité de l'État et des gouvernants à sortir d'une logique de crise au profit d'une gestion de risque. Et ainsi de poursuivre comme une chimère une recherche absolue du risque zéro. Alors j'ai bien dit, je m'adressais aux politiques parce que je ne suis pas naïf sur mes collègues. Et depuis lors, ce terme de gestion de risque est devenu un peu un nouveau mantra, donc je ne vais pas m'en plaindre, parce que le risque zéro, en fait, n'existe pas. Le rôle du politique, c'est justement de maintenir un équilibre acceptable pour tous entre plusieurs risques. Et cette logique du risque zéro préserve certains, ici les plus âgés, les immunodéprimés, les malades chroniques, on l'a vu au début, c'était fondamental. Mais on a oublié que c'était au détriment d'autres fragiles. Je pense aux fragiles socio-économiques, hein, notamment les jeunes, les artistes, les petits indépendants, par exemple. Et on ne peut pas vivre dans une société sans risque. L'humain, c'est un être au risque. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut sortir en fait de ces logiques qui participent au délitement de la société, au délitement des solidarités collectives et ce faisant au largage accéléré des plus précaires socio-économiquement. Peut-être Madame Belkir, vous voudriez répondre en premier? Alors, je ne sais pas si je n'ai pas la réponse de comment sortir. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le concept qu'il n'y a pas de risque zéro. Parce que dans la vie, voilà, il n'y a pas de risque zéro, que ce soit en lisant la carte blanche, hein, en prenant sa voiture, où on peut attraper aussi voilà, d'autres maladies infectieuses également. Je pense juste pour moi, il y a deux phases différentes. Je pense qu'au début de cette épidémie, il y avait l'angoisse, je sais pas d'autre, la peur que le système de santé ne soit dépassé, d'où la prise en urgence de mesures qui ont été très très fortes, à savoir le confinement, sans probablement à ce moment-là, enfin sans je pense penser aux différentes conséquences qu'il pouvait y avoir, mais à ce moment-là, il y avait un objectif. Et l'objectif, c'était de ne pas saturer les hôpitaux et de faire en sorte que tous les patients puissent être pris en charge. Et cet objectif a été réussi, vu qu'on a atteint ce fameux plateau dont on a parlé pendant des semaines et des semaines. Et ensuite, je pense que le problème, il est là, et on est encore dans ce problème-là, c'est qu'on ne s'est pas vraiment fixé d'objectif. On a rapidement dit, après le déconfinement, ben voilà, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Je l'ai dit aussi, il faudra vivre avec le virus, mais au fond, peut-être que la question fondamentale maintenant, c'est ça. Que veut dire vivre avec le virus? Est-ce que c'est accepter un certain nombre de morts? Est-ce que c'est accepter un certain nombre de cas? Est-ce que c'est accepter un certain nombre d'hospitalisations? Et c'est ce qui manque, je trouve, à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et donc, les mesures du CNS ont l'avantage de peut-être ramener quand même un peu plus de cohérence. Je crois que le concept de bulle de 5, on en a parlé je ne sais combien de fois, ça ne sert à rien d'en refaire encore un débat, n'a pas été compris, n'a pas été suivi. C'était probablement pas en soi une bonne mesure parce que voilà, elle n'était pas comprise. Je pense qu'imposer le port du masque partout, tout le temps, dans la région bruxelloise, même si certains diront oui, c'était plus facile, mais au fond, où était l'argument scientifique ou rationnel pour dire que si, par exemple, je suis à 6 heures du matin toute seule dans une rue
il n'y avait pas beaucoup de rationnel. Et donc, ces deux mesures-là, je pense, ont fait perdre une certaine adhésion à la population. Et donc, je crois que le CNS d'hier avait pour but de récupérer de l'adhésion, de dire, voilà, on va essayer de partir sur des mesures qui sont plus faciles à vivre pour essayer que les gens adhèrent à nouveau. Mais reste la grande question, on voit quand même que les chiffres augmentent, ça, que ce soit le nombre de cas. Et même si on met ce chiffre-là de côté, en termes d'hospitalisation, ça augmente. Donc moi, la question que je me pose maintenant, c'est, OK, voilà, ça, c'est gérable encore à l'heure actuelle. Est-ce que ça va l'être dans quelques semaines? Je ne sais pas. Mais donc, quel est notre objectif? Je pense qu'il nous manque des balises qui soient claires. Et je pense que ce serait beaucoup plus simple aussi pour tout le monde si on disait, un peu comme j'entendais ce matin un psychologue qui disait c'est un peu comme le code de la route. Et c'est vrai, on sait que sur une autoroute, on roule à 120, en agglomération, c'est 50, près des écoles, c'est 30 km/h. Eh bien, je crois qu'on a besoin de ça maintenant. C'est de fixer un seuil. Ça, je ne sais pas lequel. Je pense qu'il y a suffisamment de bons épidémiologistes, statisticiens, peut-être médecins ou autres pour dire, voilà, on peut vivre de telle façon si on a tel niveau d'hospitalisation et attention, si on atteint tel niveau, ben là, c'est plus embêtant. Il va falloir peut-être un peu resserrer la vis, mais au moins que les règles soient claires pour tout le monde. Je trouve qu'ici, on manque de vision, de balises et on ne sait pas très bien où on va. Et dans ce climat quand même voilà, un petit peu inquiétant malgré tout de ces hospitalisations qui augmentent et qu'il faut à un moment donné que ça se stabilise. Voilà. Merci. Madame Nieuwenhuis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vais peut-être revenir un peu plus en arrière et repartir de ce risque zéro. En tout cas, quand moi quand le groupe d'experts pour l'exit stratégique s'est mis en place, j'ai ressenti deux choses. La première, c'est qu'en effet, il y avait une peur de la part du politique d'endosser les morts quelque part qu'il y aurait, parce que les morts, ça se compte, on sait dire il y a combien de morts. Les risques sociaux, les gens qui basculent, le décrochage scolaire, c'est beaucoup plus sourd, c'est beaucoup plus invisible, c'est plus difficile à compter et que donc, quelque part politiquement, la première chose, c'était de limiter le nombre de morts. Ça, c'est une chose. Mais j'ai aussi rapidement ressenti que le risque zéro, il n'était pas tout à fait mis en avant, par exemple, dans certains secteurs de l'économie. Ça veut dire que très rapidement, il y avait une pression très importante pour réouvrir des secteurs et ceux qui, quelque part, sont les plus importants au niveau économique. Je pense à la construction. Donc très rapidement, il y a eu la volonté de relancer le secteur de la construction, mais il n'y avait aucun attachement à savoir comment est-ce que les protocoles allaient pouvoir être réellement mis en place sur le terrain. Ça veut dire que l'important, c'était de relancer le secteur de l'économie, mais quand on avançait le fait que, mais qui va s'assurer que les personnes qui sont amenées à retourner au travail sont dans des conditions qui permettent de protéger leur santé, ça, quelque part, ça n'a pas compté beaucoup. Et il y a quand même beaucoup de secteurs de l'économie qui soit sont restés sur le terrain. Alors, je pense aussi, bon, évidemment, les hôpitaux qui n'avaient pas le matériel. Donc là, quand même, on se dit par rapport aux soignants, le risque zéro, comme on a besoin d'eux, on n'y pense plus. Les travailleurs sociaux, les travailleurs de terrain, les éducateurs de rue, les gens qui travaillent avec des personnes fragiles, sans abri, sans papier, etc. Personne ne s'est réellement inquiété de la manière dont eux allaient pouvoir se protéger. Donc, quand même, moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est que ce qui, pour l'économie, était indispensable, on était prêt à braver tous les risques. Parce que, et la tension était vraiment là, il fallait relancer l'économie. Mais donc, il y a quelque part deux poids, deux mesures en fonction de, finalement, on dit il faut tout arrêter parce qu'on ne peut plus prendre de risques, mais quand même, sur certains pans, on peut relancer très très vite, et on ne s'inquiète pas de savoir les conditions dans lesquelles les gens vont se trouver. Et donc, je pense que ça, c'est une première chose. Et alors, sur la question des risques sociaux qu'évoque l'article et de toutes ces populations fragiles, pour moi, il y a vraiment une méconnaissance. Moi, j'ai ressenti une vraie méconnaissance de ce que peuvent vivre les gens.
et un déni aussi, parce que le monstre de l'économie était là devant. Il fallait donner toute l'énergie et toute l'énergie du travail des experts, de l'exit stratégique autour de ça. La composition du groupe d'experts révèle en soi l'importance et le poids qu'on a donné à l'économie à côté des risques psychosociaux. Depuis le début, la première réunion du groupe d'experts, nous avons demandé que le groupe soit élargi à des experts psychosociaux, d'une part pour justement essayer d'adapter les mesures au comportement des gens dans la vraie vie, et d'autre part de pouvoir évaluer là où il était urgent d'intervenir. Cette demande n'a pas été entendue. Donc, je pense que ces deux choses, c'est à la fois un déni, mais aussi le peu d'intérêt que les risques sociaux ont eu pour le politique à ce moment-là. Aucun intérêt. Nous avons demandé, étant donné que dans les rapports, il y avait une série de mesures qui concernaient ces populations, mais qu'à aucun moment, le CNS n'a évoqué ça. À aucun moment, les points qui étaient dans le rapport sur ces questions-là ne sont ressortis dans des échanges entre les politiques. Nous avons demandé, avec Erika et Mathias de Watripon, de pouvoir avoir une réunion avec les ministres uniquement sur ces points-là du rapport, étant donné que la majorité des réunions étaient concentrées sur est-ce qu'on peut réouvrir ceci, est-ce qu'on peut réouvrir cela, et qu'en est-il du secteur de l'automobile, et qu'en est-il des courses de chevaux, et qu'en est-il de Francorchamps, et ça quelque part, ça concentrait toute l'attention, et donc on voyait bien qu'il fallait créer un moment à part, et ça non plus, ça n'a pas été entendu. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la peur du politique d'être remis en question sur le nombre de morts et que donc il fallait des mesures visibles. L'économie qui prend toute la place dans les décisions politiques, je veux dire, on l'a dit, on voyait bien que les politiques autour de la table amenaient eux-mêmes leur lobby en avant. Voilà. Je pense que cette question, j'ai envie de donner la parole à Khadija Senadji maintenant, parce que j'ai l'impression que la réponse de Céline Nieuwenhuis fait bien le lien avec des problématiques que vous vouliez avancer. Oui. Mais moi, ma première question abordait la question en fait des inégalités raciales qui ont été rendues particulièrement visibles en fait par cette épidémie. On a pu le pointer donc aux États-Unis par exemple, on sait que les Afro-Américains sont victimes 4 fois plus en fait que leurs homologues blancs du virus. Donc on peut l'imaginer aux États-Unis, mais par contre, on peine à le voir ici, chez nous en Europe. En France, on cite le département de la Seine-Saint-Denis, où réside une majorité de population d'origine issue plutôt des immigrations postcoloniales, a été particulièrement vulnérabilisée également par le virus. On sait également que dans le croissant pauvre de Bruxelles, il y a eu une surexposition et des surinfections donc, relativement importantes, même si on ne dispose pas de données par origine à ce niveau-là. Une infirmière des soins intensifs de l'hôpital Saint-Pierre qui était interrogée sur le profil des patients répondait de manière très concrète, donc quelqu'un qui vient du terrain, que aux côtés de caractéristiques liées à l'âge et à des facteurs de comorbidité, elle voyait surtout des Arabes et des Noirs, pour le dire de manière très prosaïque, entrer dans son service. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait? On peut soit adopter la posture un peu paternaliste, une posture un peu paternaliste à l'instar du bourgmestre socialiste de Liège, qui, face à l'afflux de patients afrodescendants dans sa ville, dans les hôpitaux de sa ville, a pensé bon de faire la morale à des représentants des communautés afrodescendantes en leur rappelant de manière, comme je le disais, très paternaliste, les gestes élémentaires de prévention. À côté de ça, on peut avoir une posture un peu plus responsable, et je pense que c'est plutôt cette voie-là qu'il faudrait pouvoir suivre, et se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui, en termes de causes et de facteurs de comorbidité, peut expliquer cette surexposition au virus pour nous permettre en fait d'avoir justement des prises d'action.
Et il y a effectivement de quoi questionner l'efficacité notamment des institutions de soins face aux populations non blanches, les discriminations qu'elles peuvent rencontrer à l'accueil, les préjugés des soignants. On connaît un petit peu ce qu'est le syndrome méditerranéen. Et puis sur le volet socio-économique, on peut questionner la dimension de racialisation qui est inhérente au marché de l'emploi. On ne doit plus refaire, réexpliquer ce que c'est que l'ethnostratification du marché de l'emploi qui relègue massivement ces populations-là dans des fonctions précaires et des fonctions qui sont surexposées aux risques sanitaires. Et ce qui est tout à fait surprenant dans cette situation, c'est que tant sur le volet sanitaire que sur le volet socio-économique, cette dimension-là de racialisation, elle passe complètement sous le radar. Alors, sur le volet sanitaire, on peut se dire, on ne dispose pas des données. OK, il faudrait certainement pouvoir disposer de données ethno-raciales pour pouvoir mieux mesurer ce phénomène-là. Par contre, sur le volet socio-économique, on dispose d'une multitude de données qui permettent justement de montrer tout ce volet-là d'ethno-racialisation du marché de l'emploi, d'ethnostratification du marché de l'emploi. Et par contre, on n'en fait rien. On voit les différents plans de relance, pour autant que ce soit véritablement des plans de relance. Aucune mesure ne fait explicitement référence à ces dimensions. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet aveuglement, au-delà de l'absence ou de la présence de données statistiques? Peut-être pour commencer, Madame Nieuwenhuis. Mais donc, alors moi, je vous suis tout à fait sur le fait, et c'est un peu ça que je voulais dire, ça veut dire qu'on a privilégié aussi la santé économique de certains patrons au détriment de la santé des employés, et particulièrement dans des milieux de travail assez précaires dont on sait que l'immigration de deuxième génération dont vous parlez est assez présente. Et encore aujourd'hui, on sait que sur le marché du travail, par exemple, dans une réunion récente, on dit il faudrait repasser au télétravail parce que le travail est quand même un foyer de l'épidémie. Et donc, la question que j'ai posée, c'est mais est-ce que les foyers d'infection se trouvent dans des lieux de travail où le télétravail est possible? Eh bien, évidemment, non. Parce que ça se passe dans des milieux de travail, plutôt usines, plutôt des ouvriers, plutôt des métiers manuels, dans lesquels de toute façon le télétravail n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on va prendre une mesure pour tous qui ne va pas avoir d'effet en fait sur le taux d'infection, parce que le taux d'infection, il va rester cantonné dans des endroits où la proximité, etc., est de mise. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose sur les chiffres, même si vous dites au-delà des chiffres, moi j'ai quand même été assez étonné de recevoir tous les jours des PowerPoint picobello hyper actualisés justement de la santé économique des entreprises. Mais la santé économique de la population, on est resté sur des considérations très larges, entre autres le gouverneur de la Banque nationale, je pense qu'il l'a dit pas mal dans les médias en disant « mais vous savez, la population n'est pas appauvrie parce que le taux d'épargne a même augmenté ». Oui, mais en fait, on ne parle pas des mêmes personnes. Donc, même au niveau socio-économique de la population, il n'y avait pas de suivi pour savoir finalement comment est-ce que ça appauvrit toutes ces personnes qui avaient des bas salaires, qui sont passées à 70%, etc. Et la deuxième chose, c'est le profil dans les hôpitaux. Alors là, je pense que ça devrait s'améliorer, mais une question qui a été posée par le groupe d'experts était mais dans le profil des personnes qui sont hospitalisées, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché du travail aujourd'hui? Je pense dans les hôpitaux, dans les supermarchés, etc. Donc, quel est le profil des personnes qui sont hospitalisées? Eh bien, il n'y avait pas de chiffres et d'informations là-dessus. Or, ça aurait été très utile. Et donc, mais le manque de chiffres sur ces questions-là démontre aussi du manque d'intérêt sur ces questions. Ça veut dire qu'on paye des consultants assez chers pour nous donner des informations à la virgule près de l'état des sociétés,
mais on ne paye personne et on n'investit pas massivement pour pouvoir avoir une lecture sociale, économique, raciale de la manière dont ce virus touche plus certaines populations que d'autres. Donc là-dessus, je rejoins tout à fait et il me semble que il y a à susciter l'intérêt politique là-dessus. Mais voilà, ça c'est quelque part un autre challenge. Mais je pense qu'il y a, au-delà de ne pas avoir d'intérêt, je pense qu'il y a même probablement une peur parce que quelque part on sait un peu on pense savoir qu'est-ce qu'on découvrirait derrière ces chiffres. On sait aujourd'hui que certains quartiers sont plus infectés, oui, il y a plus d'infections que d'autres, parce que les gens vivent dans des endroits confinés. On sait aussi qu'aujourd'hui, si votre enfant est en quarantaine et que vous n'avez pas de solution, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester chez vous à télétravailler, entre guillemets, avec un enfant en bas âge, ben, ça veut dire que vous devez mettre votre enfant en garde chez une voisine, chez un parent, chez un cousin, et que donc tout ça, ces regroupements familiaux dans des endroits plus étroits et avec des personnes qui n'ont pas de solution, influence et va continuer, il me semble, à influencer la propagation du virus. Merci. Madame Belkir, peut-être vous voulez réagir, peut-être moins sur des chiffres que vous n'avez pas, mais peut-être sur la capacité des soignants à donner ce genre d'informations, à identifier ce genre d'informations, et peut-être aussi réagir sur ce dont Khadija Senadji parlait sur la discrimination que peuvent subir certaines populations dans les hôpitaux. Je ne sais pas, alors moi, si je suis bien placée pour parler vraiment de la discrimination que peuvent subir certaines personnes, parce que en tant que soignant, voilà, on accueille tout le monde. Donc, par contre, ce qu'on a, en tout cas par rapport au Covid, ce qu'on a effectivement, nous, rapidement constaté, c'est que parmi les premiers patients qui arrivaient, on avait effectivement aussi beaucoup de patients d'origine soit maghrébine, soit une population plutôt africaine, d'origine africaine. Et donc, on s'est d'abord, nous, posé la question de est-ce qu'il n'y avait pas plutôt un facteur génétique qui pouvait expliquer le fait qu'ils étaient possiblement plus sévèrement atteints ou pas. Donc ça, je sais qu'il y a des études en cours et pour l'instant, ça n'est pas encore vraiment démontré en tant que tel. Mais clairement, ce qui, je pense, ressort aussi derrière ça, c'est plutôt un mode de vie qui fait que les gens sont plus dans des endroits plus petits, avec des contacts aussi familiaux et une proximité plus importante et que donc qui favorise une certaine... ça facilite en fait la circulation du virus parce que effectivement c'était les personnes quand on les interroge, en tout cas la plupart, ou vivaient dans des appartements ou étaient socio-économiquement, alors c'est pas tout le monde, il ne faut pas généraliser, mais clairement il y avait un facteur socio-économique et ça c'est vrai que ça a été vraiment, par contre ça a été démontré dans des vraies études avec un recensement et avec par exemple en Angleterre ils ont montré que les populations non blanches mouraient plus en fait du Covid parce qu'elles étaient plus atteintes, mais parce que c'était aussi indirectement ou directement en tout cas lié à des facteurs socio-économiques qui étaient défavorisés. Et donc c'est une information qui effectivement, comme le disait Céline, qui n'est pas reprise. Donc on va faire un reporting Ciensano en décrivant les facteurs de risque des patients, etc. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas en compte, alors je ne sais pas comment on pourrait le faire nous comme médecin, c'est délicat de demander, on ne saurait pas d'ailleurs demander ni le revenu, ni exactement les conditions de vie. Donc, peut-être que ça va changer. Je sais que Ciensano va possiblement, adapte en tout cas régulièrement les informations qu'elle demande. Maintenant, comme chaque patient est lié à un numéro d'identification nationale, il y a peut-être moyen de voir s'il y a un lien aussi avec les conditions de vie et au niveau socio-économique. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose dont on s'est peu préoccupé. Or, oui, ça vaudrait clairement la peine. Et effectivement, si on a eu encore récemment une dame célibataire avec 5 enfants qui a été hospitalisée, on était personnellement très, très embêtés parce que le plus petit enfant avait 2 ans, l'aîné avait 13 ans, et quand on lui a demandé « mais qui s'occupe des enfants ?» elle disait « personne ». Et donc, on a contacté notre assistante sociale qui a contacté le CPF. On a essayé de mettre en place des choses, mais
Mais voilà, enfin oui, ça n'aide pas évidemment à une bonne prise en charge. Et donc, cette patiente-là est ressortie un peu plus tôt de l'hôpital pour pouvoir aller s'occuper des enfants, alors que s'il y avait un environnement et un entourage adéquat, clairement, on l'aurait gardé quelques jours de plus. Merci. On voit que les indicateurs sont une question, le type d'indicateur qu'on prend en compte dans cette crise, c'est vraiment une question cruciale et qui interroge beaucoup. Peut-être Olivier Servais, vous aviez une autre question à ce propos? Oui, ben on a parlé de compter tout à l'heure, d'ailleurs, à plusieurs reprises, et je crois que l'usage des indicateurs, il a vraiment rythmé nos vies, hein. TV, radio, réseau. Moi, je me réveillais, j'écoutais la radio et c'était le baromètre, enfin, je veux dire, la météo du jour, la météo Covid, hein, en période de crise, où on ne connaît pas une maladie, où on utilise comme baromètre de référence des contaminations comme indicateur clé. Et c'est logique, hein, le virus n'est pas connu, il est peut-être extrêmement dangereux. Les protocoles de soins sont balbutiants, souvent ils sont peu efficaces, hein, parce qu'on doit voir ce à quoi on a affaire. Il faut donc contenir à tout prix la maladie pour éviter la saturation des systèmes de soins, on l'a mentionné, et puis aussi des décès par mauvaise prise en charge. Mais voilà, on est 6 mois après, notre connaissance du virus a évolué. Notre gestion de l'épidémie s'est transformée, s'est améliorée, les protocoles sont bien meilleurs, les décès après admission ont largement diminué. On a vu aussi des effets beaucoup moins visibles émerger, hein. On a parlé dépression, chômage, violence intrafamiliale, la question de certains groupes particuliers. Et pourtant, on utilise toujours, en fait, aujourd'hui, alors dans les médias, l'indicateur cas positif, le CNS a changé en basculant sur admission dans les hôpitaux, mais en gros, on a 4 indicateurs, cas, admission, soins intensifs, morts, pour réduire la réalité et cadrer notre regard sur ce qui est en train de se jouer, alors qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe, et je crois qu'on l'a évoqué tous durant ce début de discussion. Et donc, ma question, c'est pourquoi cette simplicité des indicateurs, alors qu'on doit sensibiliser au complexe, en fait, alors que la crise est multidimensionnelle et touche la société gravement à plusieurs niveaux. Et je crois que on doit bouger le cadre des indicateurs pour bien montrer en fait cette complexité. Si on reste ancré dans cette météo simpliste, simple, c'est très difficile alors de faire comprendre en fait de la complexité. Et je crois qu'il y a une dissonance entre les deux et je me dis, mais est-ce qu'il ne faut pas sortir de cette logique-là? Leïla Belkir? Je crois que la question, elle est complexe, mais je partage beaucoup des points de vue. Je pense que déjà de tous les jours donner les chiffres, ça moi je l'avais déjà dit, je trouve que ça ne fait que continuer à alimenter une certaine anxiété et que au final, à force de tout le temps donner des chiffres tout le temps, ben, le jour où il faut peut-être quand même faire plus attention, ben, ça ne passe plus parce que les gens en ont marre. Je crois qu'on a manqué aussi le nombre de cas, hein, pour revenir à ça. Je pense qu'on n'a pas assez expliqué que ce que l'on comptabilise maintenant comme cas positif, ça n'est plus du tout la même chose que ce que l'on comptabilisait au mois de mars, que maintenant ça brasse un volume beaucoup plus important de personnes qui sont soit asymptomatiques, soit des contacts, soit des retours de voyage. Je vais mettre juste un petit bémol, c'est que quand on discute avec les épidémiologistes, ils ont quand même tendance à dire aussi que c'est quand même un bon indicateur qui est un peu plus précoce que les hospitalisations. Et je suis tout à fait d'accord avec Olivier Servais qu'il faut voir plus large. Maintenant, néanmoins, je pense que pour que le système hospitalier tienne, et je ne parle même pas qu'en termes de saturation de la place, maintenant on en a et on n'est pas dans le même contexte qu'au mois de mars, il faut quand même ne pas oublier que tous les mois qui viennent de s'écouler ont été fatigants, ont été éprouvants, qu'il y avait déjà une pénurie de personnel infirmier avant, qu'il y a beaucoup de personnel infirmier, enfin de soignants de façon générale, qui psychologiquement ne vont pas bien, donc, et qui sont soit en arrêt de travail, soit qui sont à la limite du burn-out quand on regarde un peu toutes les études qui sont en cours au niveau psychologique. Et donc, il faut absolument veiller, moi en tout cas c'est mon message, à ce qu'on trouve un équilibre, en termes d'hospitalisation. Je pense que se fixer comme objectif de n'avoir aucune hospitalisation, c'est illusoire, parce que le virus, il est là et qui circule, et ça, je crois que tout le monde est d'accord pour l'accepter, et donc on en revient à ce qu'on disait au début, il faut vivre avec. Mais donc, je pense que
ce qu'il faut absolument maintenant, c'est voilà, se fixer un seuil et avoir cet indicateur-là d'hospitalisation. Que peut-on tolérer, que peut-on accepter pour que le système tienne, tout en permettant effectivement à ce que les gens puissent revivre et reprendre des activités. Maintenant, je crois qu'arriver à revivre tout à fait normalement, ça, je pense que malheureusement, ça n'est juste à l'heure actuelle pas possible, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine limitation au final quand même dans la circulation du virus. Et donc, moi, ce que je voudrais quelque part maintenant, c'est qu'on nous dise, OK, pour que ça puisse continuer à fonctionner, pour que tout le monde puisse continuer quelque part aussi à travailler, en ce compris les soignants, les médecins traitants aussi, qui sont déjà débordés, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce que l'on peut accepter. Merci. C'est vrai que la gestion de la crise et les problèmes de communication, un internaute demandait si la communication avait été adaptée aux différents publics. Peut-être vous pourrez réagir là-dessus. Mais je pense que ça a créé énormément de méfiance et ça fait émerger des discours parfois un peu complotistes. Et je pense que Khadija Senadji voulait réagir par rapport à cette méfiance et à ses effets secondaires, entre guillemets. Oui, effectivement, on a vu apparaître progressivement des mouvements qui ont impacté le débat public sur les mesures sanitaires, sur la direction à donner au déconfinement. Et en réalité, on a assisté à ce que j'appelle la jonction en fait, de deux tendances coronasceptiques qui se multiplient. C'est pas propre à la Belgique, donc ça se multiplie un peu à travers l'Europe, les États-Unis. D'une part, une tendance plutôt libertaire qui place le principe de la liberté individuelle au-delà même de toute considération solidaire, finalement, avec ce refus, cette focalisation sur le port du masque. Et puis, d'autre part, une tendance populiste avec des accents plutôt trumpistes, bolsonariens, sur fond de théorie du complot. Et à mon sens, l'une et l'autre tendance, elles adoptent en réalité, pour moi, la même posture un peu arrogante qui a conduit les gouvernements européens à minimiser très fort le risque sanitaire au début de la pandémie et à considérer finalement très tardivement la dangerosité du virus. Et ça a pour effet donc de délaisser toute une série de populations à leur propre sort, des groupes les plus vulnérables, donc évidemment les personnes âgées qui ont payé un lourd tribut au cours de cette pandémie, les personnes précarisées et puis les personnes aussi sans papier qui ne sont absolument, dans la condition n'est absolument pas prise en compte alors que c'est une mesure de santé publique que de pouvoir justement considérer leurs conditions. Et à mon sens, ce sont un peu des tentations que j'appellerais eugénistes, c'est-à-dire qu'effectivement on délaisse ces groupes à leur propre sort et peu importe si ce sont ces groupes-là qui payent le tribut le plus lourd en termes de morts. Quelle réponse est-ce que vous seriez en mesure d'apporter justement à ces tentations-là? Madame Nimeuneus, je vais vous donner la parole un peu plus longuement pour répondre aux différentes questions qui ont été posées, parce que je ne vous ai pas donné la parole tout de suite après la question d'Olivier Servet. Oui, je voulais revenir d'abord sur la question d'Olivier Servet, sur cette question de la complexité. Je pense aussi que dans une période d'urgence dans laquelle on a été, on aurait pu ne pas l'être, mais on a été une période d'urgence, on a été surpris par le fait que les choses ne se passent pas toujours comme on imagine qu'elles se passent. Or, on sait que les choses sont impermanentes, mais en tout cas, je ne vais pas que taper sur le dos du politique, mais en tout cas, le politique fonctionne comme si les choses étaient permanentes et même en moment d'urgence, continue avec quelque part les mêmes repères. Donc ça, c'est une première chose, et que cette complexité, elle était déjà là avant, cette fragilité, elle était déjà là avant, et ça fait quand même des années que le gouvernement est totalement sourd aux difficultés socio-économiques d'une grande partie des populations, parlant des populations belges, mais aussi des populations sans papier, des quartiers fragilisés, etc. Ça fait quand même quelques années qu'on est rentré dans une logique où on détricote le socle qui permettait quelque part à chacun de s'en sortir un peu. On a vu à quel point
le fait que le marché du travail soit fragilisé avec des intérimaires, des flexi-jobs, etc., ça a été quelque part une catastrophe pendant la crise qu'on n'a pas prise en compte non plus, qu'ont fait les intérimaires qui n'avaient pas droit au chômage, qu'ont fait les jeunes avec leur job d'étudiant, etc. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a vu pendant cette crise Covid n'est que ce qui était en plus aigu. Et donc, tout à coup, les gens se sont dit, mais c'est pas OK, mais c'était déjà pas du tout OK avant. Khadija parlait des violences policières dans les quartiers, du fait qu'il y a certains quartiers où il y a beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus d'amendes. C'était déjà le cas avant le virus. Sur d'autres questions, on sait qu'un jeune qui roule un joint à Roode-Saint-Genèse a moins de chances de se faire arrêter par la police qu'un jeune qui roule un joint à Molenbeek. Et donc, quelqu'un qui ne porte pas un masque dans un quartier UP a probablement moins de chances d'avoir une amende que quelqu'un qui ne porte pas un masque dans un quartier plus précaire. Et que donc, aujourd'hui, et c'est ça qui est quelque part effrayant, c'est qu'en effet, on n'a pas été capable, dans un moment d'urgence, de regarder d'autres critères que les critères sanitaires et des hôpitaux, qui étaient des critères indispensables, mais on n'a pas su s'ouvrir à la complexité. Moi, je reste convaincue que la méthode de travail, la méthode, en tout cas pour parler du groupe d'experts, la manière dont on a travaillé, la manière dont les décisions ont été prises, dont la parole a circulé, dont la créativité a été ouverte justement pour un peu sortir de ces repères économie, santé, n'a pas permis de prendre cette dimension-là. Qu'il y avait aussi un mandat qui nous était régulièrement rappelé en disant « vous n'êtes pas là pour créer un autre monde ». Donc ça veut dire que tout ce qui était, par exemple, de prendre des mesures pour les publics précaires, la réponse, en tout cas d'une partie du monde politique et des experts, était de dire, écoutez, les pauvres, ils existaient avant, vous n'allez pas régler la pauvreté en période de Covid. Ça veut dire, vous n'allez pas donner un confort qu'ils n'avaient déjà pas avant. Hein, ils étaient déjà fragiles socio-économiquement, il n'y a pas de raison maintenant de prendre des mesures. Donc, c'est juste montrer quand on est comme ça dans un tunnel, on a du mal à prendre d'autres chemins, surtout en période d'urgence, mais surtout que déjà avant, on était dans une dynamique où tout ça se détricotait. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour entendre un peu des discussions qui se passent dans des arènes politiques, on continue sur une même logique à dire il va falloir toutes ces personnes qui vont tomber au CPS, pour ne donner qu'un exemple, il va falloir vraiment les coacher avec des projets individualisés, les fameux PIS, donc c'est des projets individualisés où les gens doivent se mettre des objectifs, arriver à des objectifs, se mettre en mouvement. Mais donc, on vient de vivre une situation dans laquelle on voit bien que le marché du travail va éjecter beaucoup de monde et que cette fois-ci, on ne peut plus dire que c'est parce qu'ils ont un grand poil dans la main et qu'ils ne se bougent pas assez, entre guillemets. Donc, on doit sortir de la responsabilisation individuelle des personnes parce que là, on est face à le Covid, personne ne l'a voulu, donc il faut collectivement sortir de ça. Mais on reste avec nos repères de surresponsabilisation individuelle, même après le Covid, même en ayant conscience que le marché de l'emploi ne pourra pas absorber tous ces gens, que le marché de l'emploi va éjecter des gens. Et donc, c'est quand même impressionnant de voir comment, et je trouve que les cénacles politiques auraient intérêt à changer quelque part leur méthode de discussion et de brainstorming pour s'autoriser à sortir un peu des cadres. Voilà, ça c'était pour répondre à la première question. Et sur la deuxième question, il y a une chose que je voudrais dire, en effet, par rapport aux populations sans papier, on parle du risque zéro, mais donc là, on avait des exemples dans beaucoup d'autres pays qui montraient que ces populations-là, qui n'avaient pas été prises en compte, pouvaient contribuer fortement à la résurgence du virus parce que ces personnes n'étaient pas protégées par le système de santé, pas comme il se doit en tous les cas. Donc, ça avait été prouvé, on l'avait vu à Singapour, etc. Donc, ça a été mis sur la table en disant, on ne demande cette fois pas la charité, mais ce qu'on demande, c'est de faire en sorte que toutes les populations qui sont sur nos territoires et qui sont en plus empêchées de l'éloignement, ils ne peuvent pas être expulsés, puissent contribuer collectivement à cette lutte contre le virus. Et qu'est-ce qu'on a vu en Belgique? C'est quand même assez impressionnant, c'est quand même Médecins sans frontières qui a dû venir pour loger les sans-abri et les sans-papiers, et des hôtels privés. Ça veut dire de nouveau que
ces populations-là n'ont pas été prises en compte dans la stratégie du gouvernement qui, soi-disant, essayait d'éviter au maximum, mais de nouveau, c'est pour certaines catégories de la population et pas pour d'autres. Madame Belkir? Non, je n'ai pas vraiment... Si vous voulez réagir par rapport à cette problématique de la prise en compte des... Ah non, je pense qu'effectivement, Céline a tout à fait raison, que voilà, c'est facile aussi de dire qu'il faut, oui, se laver les mains, bien mettre le masque, laver son masque tous les jours. Et c'est vrai, on le répète, je le répète aussi, mais clairement, ce type de message peut se faire si on a les moyens de le faire. Et c'est vrai qu'il n'est pas adapté à des populations, ben oui, en particulier les personnes sans abri. Et donc ça, c'est vrai que c'est un problème de santé publique et qu'effectivement, peut-être que la crise du Covid a mis aussi en évidence et qu'il faudrait peut-être justement plus en tenir compte dorénavant, mais je ne sais même pas si des choses sont prévues. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, Céline, si à ce niveau-là, il y a des choses qui vont bouger. Et donc là, peut-être juste donner, donc en effet, je parle des populations sans papier, populations sans abri qui ont continué à dormir dans des lieux surchargés de monde et quand ils n'étaient pas surchargés, qu'est-ce qu'on faisait de ceux qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait moins de place aux familles sociales, moins de place ailleurs. Mais alors là, de nouveau, on revient à la question d'un gouvernement qui en plus est en fin de course et qui politiquement n'a pas osé faire par exemple ce qu'a fait le Portugal en régularisant les sans-papiers qui étaient sur le territoire pour qu'ils puissent, étant donné qu'ils ne pouvaient pas être éloignés, accéder à un emploi et surtout accéder au système de santé. Et donc le gouvernement actuel n'a évidemment pas pris des mesures courageuses et qui, je pense, électoralement, leur auraient été probablement défavorables au vu de leur électorat. Donc ça montre vraiment que on adopte un risque zéro pour une population privilégiée et que pour une population qui l'est moins et qui politiquement crée des débats beaucoup plus sensibles, il n'y a rien qui a été fait. Et donc c'était de nouveau dans tous les rapports, et je repense au fil de l'aide alimentaire dont j'ai beaucoup parlé pendant le Covid, le fait que des personnes soient agglutinées dans la rue pour aller chercher des colis alimentaires, ou que des personnes doivent prendre 2 bus steaks pour aller chercher un colis alimentaire plutôt qu'aller au magasin au coin de leur rue, ça n'a pas sensibilisé le politique. Donc ça veut dire qu'on s'inquiète de certaines choses, mais pas du tout d'autres. Et à nouveau, ça concerne qui? Des populations fragiles. Je ne sais pas si Olivier Servet ou Khadija souhaitent réagir à ces remarques. Non, moi juste peut-être sur la question des statistiques, je me dis peut-être, parce qu'effectivement, enfin voilà, le politique n'a pas pris ses responsabilités, sans doute qu'il ne les prendra pas. Est-ce que du côté du monde académique, il n'y a pas aussi une responsabilité du coup à prendre à pouvoir étudier plus finement justement et à proposer une cartographie plus fine du phénomène Covid? Parce que je pense que si on attend que le politique la propose, on pourra attendre encore de nombreuses années, elle ne viendra pas. Et je pense qu'il y a vraiment véritablement quelque chose qui peut se jouer aussi au niveau du monde politique, de pouvoir investir des terrains de recherche qui ne sont pas encore investis pour l'instant. Et justement sur ces questions-là, ethno-raciales, etc., ça vaudrait le coup de pouvoir le faire. Il y a toute une série d'initiatives qui sont en cours en fait, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Moi j'ai participé moi-même avec toute une série de collectifs académiques à une série de dynamiques d'analyse, mais évidemment on a besoin de temps en fait, hein, parce que le temps académique n'est pas le temps du politique, et donc c'est clair que ça va prendre un certain temps, mais je pense que c'est fondamental, et c'est d'autant plus fondamental que comme anthropologue, les crises sont toujours des moments qui révèlent en fait des éléments structurants des sociétés, et tout ce qu'on a évoqué depuis un certain temps maintenant dans nos discussions, je pense, mettre le doigt, jette un regard finalement sur des éléments qui charpentent nos sociétés, des tensions fondamentales qui posent de plus en plus questions. On a parlé de la dimension
raciale avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, et de la dimension coloniale ou décoloniale selon les points de vue qu'il y a derrière ces questions. On a parlé des questions d'inégalité, on a parlé des questions de priorité de société, je pourrais multiplier à l'infini, et je crois que du coup, pour un anthropologue ou pour un sociologue, c'est évident en fait que ce qu'on est en train de jouer là, et qui se fait à l'échelle de toute une société, parce qu'on a toute une société qui a vécu quelque chose très différemment les uns des autres, mais de similaire, on va pouvoir, pour moi, tirer toute une série d'enseignements fondamentaux, et je crois que ça, c'est notre job, et on doit absolument le faire. Pour moi, c'est fondamental. Après, le débat, c'est souvent aussi, il y a énormément de travaux scientifiques qui sont faits sur les questions que nous avons évoquées, et puis c'est la question de la prise en compte en fait de ces questions. Et ça, c'est aussi un autre débat qui a été soulevé tout au long de la crise, c'est quel rôle pour les experts et pour le politique, et comment articuler l'un et l'autre, et je pense qu'on peut mieux faire. On a vu dans les tensions, que c'était pas simple, et je pense qu'il y a une vraie question sociale là, en fait, autour de cette voilà, cette inadéquation finalement de cette relation aujourd'hui. Oui, Madame Nieuwenhuis. Oui, je pense qu'Olivier Servet pointe quelque chose de très important qui, moi, m'a préoccupé en tout cas pendant le temps de mon travail au groupe d'experts. C'est finalement comment rejoindre ce temps de l'urgence politique et ce temps académique, mais aussi ce que moi j'ai ressenti, mais je serais intéressée, j'avais le nez dans le guidon, mais c'est que on était dans un pragmatisme terrifiant, serait trop fort, mais je veux dire très très fort. Donc il fallait faire des propositions, faire des propositions, faire des propositions. Tout devait être traduit en propositions concrètes et réalisables dans un temps court. Et là, moi, j'aurais été demandeuse que, quelque part, je puisse avoir des relais de terrain en capacité de me faire des propositions en 10 lignes, orientées en disant, voilà, cette problématique-là est liée à la période du Covid, et donc, il pourrait être possible de faire ça assez rapidement pour lever la difficulté. Alors, je sais bien la complexité des choses, et je sais que c'est parfois difficile de simplifier, surtout quand on est dans une dynamique de travail où on prend en compte la complexité. Mais je remarque, et même à la Fédération des services sociaux, on a un service de recherche-action où on travaille là-dessus, sur, OK, on est en capacité de montrer l'articulation des difficultés, mais quelque part, comment est-ce qu'on peut être en capacité de proposer au terrain des leviers, parce que sinon, ces rapports de recherche et d'expertise, etc., restent dans le fond des tiroirs parce qu'ils ne sont pas mobilisables. Et donc, j'ai pu ressentir ça, moi, quand j'étais dans le groupe d'experts, de dire, mais qui pourrait me donner rapidement des propositions à mettre sur la table? Et donc là, je pense que, voilà, comment est-ce qu'on peut mieux lier les décideurs, ou ceux qui conseillent les décideurs à ce moment-là, et les vrais experts, mais avec cette traduction quelque part. Parce que moi, j'étais absolument pas en capacité de lire même 20 pages. Oui, Leïla. Mais c'est intéressant parce que je trouve aussi que c'est ce qu'il manque un peu depuis le début. Donc, on a tous eu un peu le nez dans le guidon. Hein. Et au moment où ça commençait à aller mieux, quand voilà, la première vague vraiment s'achevait, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une vision, de se dire, OK, voilà, et on est quelques mois plus tard, on est en septembre avec l'automne qui approche, bientôt l'hiver, et on se retrouve de nouveau avec pas de vision, quoi, pas de perspective claire, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui aura manqué tout le temps, et peut-être qu'on aurait pu profiter de la période un peu plus calme quand au niveau chiffres, si on en revient aux chiffres, hein, Olivier, même si c'est pas le meilleur, mais en tout cas où on avait cette possibilité de se dire, OK, les chiffres sont bons, et donc peut-être qu'on peut un peu réfléchir. Donc c'était vers juin, hein, au mois de juin,
de prendre un peu le temps durant l'été, voilà, de préparer l'automne, l'hiver et d'avoir un plan, des perspectives. Et c'est vraiment quelque chose qui aura manqué tout au long de la crise. Et je n'ai pas l'impression que cette leçon-là, en tout cas, aura été tirée. Et donc, au niveau, voilà, pour Céline, c'est un autre aspect, mais je veux dire, même au niveau hospitalier, au niveau même pour les gens, même pour la population, de se dire, oui, que vise-t-on, vers quoi va-t-on, ou en tout cas, vers quoi veut-on tendre. Voilà, il manque vraiment cette vision pour pouvoir se projeter et pour pouvoir un peu sortir aussi de ce contexte avec, comme disait Olivier tout à l'heure, ce relevé quotidien de chiffres où au final, on ne sait même plus trop quand on n'est pas dedans, et même quand on est dedans, parfois ce que ça veut dire. Une question que j'aurais pour Céline Nieuwenhuis, c'est est-ce que par rapport plutôt à la dimension démocratique de la crise et au risque que font peser la limitation des libertés individuelles sur le fonctionnement de nos démocraties, est-ce que c'est quelque chose qui préoccupait les experts du GACE quand il était en place, et est-ce que certains faisaient des remarques par rapport au maintien de nos démocraties, à la vie de nos parlements, à la vie des manifestations possibles ou non, etc. Et des libertés individuelles. Je peux confirmer que c'était une préoccupation de plus d'un expert autour de la table. Et que, voilà, par exemple, je me souviens c'était les 40 propositions, Olivier, tu me reprendras, il y avait un rapport qui était sorti tout au début d'une série d'universitaires multidisciplinaires, il me semble, avec toute une série de propositions et de constats. Il y a un avion qui passe, désolé. Et donc, il a été évoqué dès la deuxième réunion, et il fallait du courage pour le faire, une demande de pouvoir s'allier quelque part à ce groupe de réflexion pour nous alimenter dans le travail. Et en fait, il n'y a absolument pas eu de consensus parce que c'est un peu toujours ça, la logique de la participation fait peur. Ça veut dire où s'arrête-t-elle? Si on travaille avec eux, il va falloir qu'on travaille avec d'autres. Ça veut dire qu'on doit se connecter à tous les groupements de réflexion, sinon on va nous reprocher. Et alors notre mandat était à ce point peu clair, et il n'a jamais été éclairci. Ça veut dire, certains disaient non, mais on travaille pour la Première ministre, on a été mandaté par la Première ministre, donc c'est à elle de dire si elle souhaite ou pas. Et d'autres de dire non, non, nous sommes des experts indépendants, à nous de décider comment on travaille ou pas, d'autant plus que nous n'avions rien signé et que nous n'étions pas payés. Mais, et alors sur toute une série d'autres décisions, oui, ça a été évoqué, mais il faut vraiment se rendre compte qu'entre ce qui était évoqué dans nos réunions, et alors je pense que je ne sais plus qui évoquait la question des PV tout en début de réunion, il n'y a pas eu de PV de nos réunions. Donc, il n'y a pas de document qui reflète la complexité de nos échanges. Ça, c'est une chose. Hein. Et j'imagine qu'il y avait une intention de ne pas en avoir parce qu'on avait quand même 4 consultants autour de la table qui, eux, étaient grassement payés. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est donc il y avait nos discussions qui n'étaient pas retranscrites et qui, je trouve, relevaient régulièrement des enjeux de démocratie, de liberté, etc. De là, il y avait un rapport qui était fait et finalisé souvent par les consultants. Et de là, après, le politique, et quand je dis le politique, pendant tout un temps, il n'y a que le cabinet de la Première ministre qui avait accès au rapport, étant donné que le premier rapport qui avait été partagé à l'ensemble des ministres a fuité. Et donc, suite à ça, la Première ministre n'a plus souhaité que l'ensemble des politiques aient accès au rapport. Et donc, quelque part, ne ressortait de nos échanges que ce que décidait d'en présenter la Première ministre, et souvent quand même avec Erika et Johnny Theis, toujours autour de la table, qui lui pourtant n'était pas président, mais il était toujours à la table des conseils des ministres, et ensuite de ce qui ressortait dans le CNS. Donc quelque part, je pense que ça a pu transparaître quelque part dans les interventions médiatiques des uns et des autres,
que cette préoccupation était là. Je pense que les experts, en tout cas du côté médical, ont suffisamment communiqué autour de leurs préoccupations sur ces questions et ils l'ont communiqué au sein du groupe aussi. Merci. Alors, on arrive à la fin déjà de l'heure. Je me doute que c'est frustrant et qu'Olivier Servet et Khadija Senadji auraient d'autres questions à vous poser. Mais avant de conclure, je voudrais que chacune d'entre vous nous propose peut-être une piste d'amélioration pour la prise en compte des enjeux socio-économiques et ou démocratiques de cette crise, donner peut-être des idées à un futur gouvernement, qui sait, voilà, ou inspirer Madame la Première ministre pour modifier sa gestion de crise, pour l'améliorer pour toutes et tous. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Leïla. En conclusion, je dirais peut-être que moi, ce qui m'avait marqué au début de la crise, c'était la solidarité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tant au sein des hôpitaux, entre soignants qu'entre hôpitaux, mais aussi vraiment la population. Si la première vague a pu être gérée comme elle a été gérée, au final, c'est parce que tous les citoyens ont été solidaires. Et je suis attristée de voir maintenant qu'il y a beaucoup de... en tout cas via les réseaux sociaux, même parfois les patients qui expliquent un certain, peut-être une lassitude qui fait qu'il y a un peu plus d'agressivité, qu'il y a un retour à soi-même, avec aussi cette question du port du masque qu'on associe à la liberté, alors qu'au final, c'est pour protéger. Enfin, et donc, moi, je pense qu'une des pistes, c'est peut-être de rappeler que, de un, on ne vit pas tout seul, on vit en société, et que si on veut continuer à avancer, il faut peut-être refaire naître un peu ce sentiment de solidarité. Et je crois qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans aussi. Je pense que toutes les bagarres peut-être un peu entre experts qu'il y a eu via médias interposés, ça n'aide pas du tout. Ça n'a fait qu'accentuer de la confusion. Et donc, moi, j'aimerais. Je trouve qu'idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on ait, donc, comme je le disais au début, vraiment des perspectives, des objectifs à atteindre, ou en tout cas, oui, vraiment avoir une vision qui soit plus claire, et puis faire rappel au fait qu'on est dans une société, donc on vit ensemble et que donc on ne peut y arriver que s'il y a vraiment un peu ce sens de responsabilisation à la fois individuelle mais aussi collective. Voilà, moi ce serait ma conclusion. Merci. Olivier Servet. Votre micro est coupé. Pardon. Donc, je disais que je souscrivais à cette question de la solidarité qui m'apparaît tout à fait capitale, et d'autant qu'elle a peut-être été un peu émoussée par ce qu'on a vécu collectivement. Je crois qu'il y a trois éléments en tout cas que je voudrais dire. Un, je pense qu'on doit vraiment offrir une stratégie claire. Hein. Leïla a parlé de vision, je crois que c'est ou de perspective, c'est vraiment ça qui manque, hein, qui permet de rentrer dans la complexité des impacts et de bien mesurer les effets collatéraux des décisions. Deuxièmement, je pense qu'on doit plus penser global et intégré, hein, ce qu'on a du mal à faire, au moins dans la partie visible de la crise, puisqu'il y a sans doute une gestion invisible dont je ne peux pas mesurer le professionnalisme, mais qui est inévitable, j'en suis sûr. Et puis trois, je pense qu'on doit s'interroger, est-ce que ces mesures préservent les libertés fondamentales? On l'a beaucoup trop oublié, et moi j'aime rappeler les mesures qu'on a prises après les attentats de Bruxelles, hein, dans les aéroports, etc. On avait dit que c'était des tas de mesures provisoires de contrôle et de limitation, et en fait elles sont devenues quasi définitives. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'on n'a jamais autant réprimé les droits fondamentaux. Les Belges ont mis entre parenthèses toute une série d'éléments tout à fait fondamentaux, parfois d'ailleurs sur des bases juridiques extrêmement ténues, voire problématiques. Et je pense que de ce point de vue, on doit absolument revenir à minima à la situation antérieure à la crise, voire on doit s'attaquer à ce que la crise a révélé en fait aussi en termes d'attaque ou de diminution de ces droits. Merci. Khadija Senadji. Ouais. Moi, je pense que
Je citerai 3 volets en fait sur lesquels il y aurait des choses ou en tout cas des prises d'action à pouvoir penser. Évidemment sur le volet socio-économique, j'adhère à un certain nombre de choses que Céline Niones a dit, notamment en termes de... Enfin, ça me frappe en tout cas que dans le cadre du FIES, il a été dit que vous n'étiez pas là pour inventer un autre monde, mais simplement pour répondre à l'urgence qui était là, alors que la crise montre fondamentalement que le monde actuel ne tourne pas rond, que le système néolibéral atteint ses limites, épuise à la fois les individus, épuise les ressources de la planète, et qu'il faut impérativement, si on ne veut pas collectivement aller dans le mur, pouvoir penser à un autre système. Et de manière très concrète, pour éviter les grandes utopies, je pense notamment à la question de la réduction du temps de travail. Je sais que la CNE pense par exemple au niveau du secteur commercial à une action de réduction collective de temps de travail pour les employés de ce secteur-là. Donc il y a sans doute lieu aussi à pouvoir réfléchir davantage. Et puis réfléchir à la revalorisation des métiers essentiels, c'est-à-dire les métiers qui permettent en fait tout simplement notre survie, parce que je pense que les métiers qu'on peut faire les uns et les autres ne sont pas indispensables, et que ce sont vraiment ceux qui ont continué en fait à tourner pendant le confinement, qui sont des métiers effectivement manuels, qui sont des métiers très précaires, qu'il y a lieu de pouvoir véritablement valoriser à leur juste mesure ces métiers-là. Le deuxième volet, c'est le volet de la colonialité, de la décolonialité, qui impacte évidemment aussi le volet socio-économique, qui n'en est pas complètement... je veux dire, c'est pas complètement séparé, comme je l'ai montré dans ma première question. Et ça fait écho toutes les grandes mobilisations qui ont suivi, qui ont immédiatement, je dirais, le déconfinement, notamment la grande mobilisation du 7 juin autour de Black Lives Matter, toutes ces questions-là qui traversent et qui structurent de manière extrêmement forte la société belge, faire lever tous ces tabous pour que véritablement on sorte de ce passé colonial qui a encore des impacts très importants aujourd'hui pour toute une série de populations en fait qui continuent à subir le joug de cette colonialité, et puis le volet écologique qui à la fois n'est pas tout à fait aussi délié de ce volet décolonial, parce que souvent, effectivement, même quand il y a des prises de conscience écologiques, elles restent, à mon sens, encore trop eurocentrées, alors que c'est une question éminemment globale et qui interroge justement tout le rapport colonial que le Nord peut avoir par rapport au Sud, toute cette question du pillage qui s'inscrit durablement dans le temps et qui continue à s'inscrire. Et on ne sortira finalement de la crise écologique que si on la considère de manière globale et pas simplement de manière extrêmement locale et extrêmement individuelle, finalement en faisant peser la responsabilité sur des individus. C'est vraiment une question systémique et globale. Merci Khadija. Céline Niones. Oui, alors il y a deux choses qui me semblent importantes à retirer aussi de vos multiples conclusions. Justement, de dire, en effet, dans des périodes de crise, on sait que les mesures d'urgence qui vont être prises vont souvent se pérenniser. Et ça, par exemple, c'est une logique qui n'a pas du tout été intégrée pour moi dans les décisions du gouvernement, c'est de se dire, eh bien, ce qu'on décide aujourd'hui va peut-être perdurer. Et donc, soyons attentifs à ce qu'on décide aujourd'hui, parce que c'est peut-être ce qui fera le monde de demain. Et c'est là qu'en effet, il y avait un hiatus quelque part à dire, on n'est pas ici pour changer les systèmes et réinventer les mondes. Or, si ce n'est pas dans un moment comme ça qu'on le fait, quand le fait-on? Parce qu'on sait que pour que le changement arrive, il faut un sentiment d'urgence. Et là, le sentiment d'urgence était là. Je ne sais plus qui, je pense que c'était la rédactrice en chef du VIF qui, sur un plateau, disait « Malheureusement, il n'y a pas eu assez de morts, c'est assez terrible. » Mais elle disait « Il y a toutes ces initiatives d'un autre monde est possible, auraient probablement pu s'ancrer plus fortement si la catastrophe avait été plus grande. » Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. L'autre chose, pour inspirer l'avenir, c'est pour moi, toutes les décisions qui sont prises
encore plus dans des moments d'urgence, doivent s'adresser prioritairement aux plus faibles. Parce que si elle fonctionne pour les plus faibles, elle fonctionne pour tous. Ça veut dire qu'une communication qui soit accessible à tous, à toutes les langues, quelque part, avec des... Moi, je disais, dès le début, il faut mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, avec des images, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. On sait bien qu'il y a énormément de gens qui ont été perdus, pas seulement les plus fragiles, mais si on avait pensé à partir des plus fragiles, on aurait pu quelque part toucher tout le monde. Et c'est la même chose pour tout, pour la santé. Si on se dit que les plus fragiles doivent avoir une alimentation la plus équilibrée, la plus accessible possible, tout le monde aura accès à une alimentation équilibrée. Et qu'on n'ait pas démarché des tanneurs pour les bobos, pour être un peu extrême, et de l'aide alimentaire avec les invendus des supermarchés pour les personnes précaires, qui en plus souvent sont plus enclins au diabète, etc. On est en train de dualiser la société. Je pense aussi à la mobilité. On sait qu'on organise une ville qui est accessible au niveau mobilité aux plus fragiles, à ceux qui marchent le plus lentement, aux enfants. Eh bien, c'est une ville agréable pour tous. Enfin, un simple exemple, ça fait des années, par exemple, nous on dit que les logements sociaux qui ne sont pas rénovés, qui sont souvent insalubres, et les logements du parc privatif aussi, doivent absolument être rénovés. Ça n'a pu être entendu qu'à partir du moment où on s'est dit qu'il y a une urgence climatique à le faire. Or, si dès le départ, on avait mis en place des conditions de logement pour les plus précaires, ça aurait été pour tous. Et donc vraiment de partir, parce que sinon, on commence à penser à l'urgence de certaines choses, pas pour les gens, mais pour le climat ou pour d'autres choses. Et alors, on perd une partie de la population. Et donc, je pense que dans une crise comme ça, et ce n'est pas du tout ce qu'on a fait, si on avait pu mettre la loupe sur les métiers à risque, sur les métiers de première ligne, sur les personnes vulnérables, sur les quartiers les plus denses, etc., sur les enfants. Je crois que Céline Nieuwenhuis a un problème de connexion. Je ne sais pas si vous l'identifiez aussi. On n'a pas entendu la fin de votre phrase, Céline. Je sais pas si je pense que... Mais donc, c'est la logique de dire réfléchir toutes les mesures à partir des plus fragiles, à partir des quartiers les plus densément peuplés, à partir des familles les moins équipées en termes informatiques, tout réfléchir. Le site internet Covid, non, il n'est pas accessible à tout le monde, donc on perd des gens. Et donc, c'est toujours de se dire, si c'est accessible aux plus fragiles, ce sera accessible à tous. Et là, on peut commencer à créer de l'adhésion. Bien, c'est sur cette belle conclusion, ce bel espoir, disons, pour une gestion future du Covid que nous allons terminer et que je vais mettre fin, non pas tout de suite à la réunion Zoom, mais bien à la diffusion en direct. Je remercie les internautes qui nous ont suivis et n'hésitez pas à continuer à interagir sur notre page et à continuer à diffuser cette vidéo. Par la suite, elle sera aussi disponible, tout comme la première et tout comme les débats suivants, sur notre page web Etopia. Et nous vous retrouvons, enfin Patrick Duprier vous retrouvera la semaine prochaine pour le 3e débat. Voilà, je vous remercie, passez une belle soirée. Au revoir.